Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Zigzag Café. Zigzag Café qui reprend cette semaine. Dans un instant, on va vous révéler quel est le thème de notre semaine. Je voudrais juste dire, avant que vous avez été extrêmement nombreux à nous téléphoner à propos de Mike Horn, comme pour les émissions précédentes, si vous souhaitez acquérir des cassettes, 708 99 00. Je rappelle 022 708 99 00. Vous pouvez nous écrire aussi afin de pouvoir revoir cette semaine qui est exceptionnelle et qu'on rediffusera d'ailleurs à partir du 18 décembre, date où nous serons à nouveau à 13h10, entre 13h et 13h10. C'était juste pour dire à quel point cette semaine vous avez fait réagir et que c'est une certaine façon de la prolonger. Alors avant que je vous présente nos invités, je voudrais vous dire que Zigzag Café, c'est une émission dans laquelle les gens expriment des passions. Alors on peut se passionner pour l'aventure, on l'a vécu la semaine dernière. On peut se passionner simplement parce qu'on a vu passer un engin, une locomotive. Et quand c'est une locomotive comme celle que vous allez voir sur la musique d'Arthur Honegger, Pacifique 231, alors on peut comprendre qu'on y consacre une partie de sa vie. De modélisme ferroviaire, vous vous en doutiez. Regardez d'ailleurs, il y en a une magnifique sur notre plateau qu'on vous fera découvrir tout à l'heure. Nous sommes avec des gens de passion, monsieur et madame Pouza. On va découvrir ça tout à l'heure quand on transforme son environnement pour mieux faire la place à des locomotives, des wagons et pourquoi est-ce qu'on a une telle passion. Vous nous le direz dans un instant. Avec nous aussi Albert Probst et Christian Guillemin. Vous êtes tous les deux les représentants d'un club beaucoup plus large de gens passionnés avec une surface extraordinaire, toujours pour faire vivre ces trains que vous aimez. Paul Klein ou Paul Klein, on peut dire des deux manières. Ça, c'est l'histoire incroyable d'une passion. 25 ans pour faire les deux locomotives qui sont là. C'est plus que de l'apostolat. Mais j'aimerais tout de suite qu'on plonge dans leur univers. Monsieur et Madame Pouza, on va aller chez eux. Regardez, c'est vraiment étonnant. Le chemin de fer, pour moi, c'est une passion, un culte, une thérapie. C'est ma raison de vivre. Comme tout être humain, on a des hauts et des bas, comme on dit chez nous. Eh bien, le chemin de fer, par la magnificence qu'il m'apporte, me permet d'avoir toujours la tête hors de l'eau. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je garde l'âme sereine grâce à sa présence. Quand on a eu cette idée, on ne savait encore pas très bien où on voulait l'installer. Moi, j'avais l'idée de l'installer un peu plus haut dans la propriété. Et mon épouse m'a dit non, mets-le ici. Et je l'en remercie parce que grâce à cela, la position de mini-train, qui est donc où l'ensemble de Saint-Trifon est dominant, se trouve dans la même position que la réalité. Ce qui fait que les jeux d'ombre et de lumière sur mon réseau sont absolument identiques à ceux qui sont dans la réalité. C'est ce qui permet à ce réseau un mariage avec l'environnement réel, ce qui est une particularité rare. J'ai la chance d'avoir la dualité, c'est-à-dire lorsque je suis au bord de mon réseau Vie Mini-Train, j'ai l'impression d'être à la gare de Saint-Trifon, et quand je suis ici, j'ai l'impression d'être au bord de mon réseau. Et ça, c'est une osmose merveilleuse.
Et si on a cette dualité, alors je dois dire que le monde est vraiment merveilleux. Alors, bon, là, on est entré en plein dans votre univers, hein. Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez d'abord une première chose, avant qu'on essaie de comprendre d'où vient cette passion. Là, vous avez Saint-Trifon. Saint-Trifon, vous pouvez y aller à pied, vous installer dans la gare et regarder passer les trains. Et vous décidez de faire Saint-Trifon chez vous. Vous auriez pu faire, je ne sais pas, Saint-Tropez, la gare de Lausanne, histoire de vous dépayser. Non, vous reproduisez ce qui est proche de chez vous. Oui, parce que Saint-Trifon, pour moi, c'est quand même là que j'ai commencé mon apprentissage d'amateur de chemin de fer. Ouais. Alors, je voulais lui rendre hommage. Oh, c'est incroyable, ça. Vous avez une passion du train qui remonte à quel âge? Ça remonte à ma plus lointaine enfance. Ma maman me racontait quand on allait à Hollande, ou à Aigle, aux Emplettes. Bien sûr, on utilisait le chemin de fer Aigle-Monté-Champéry. Et alors, chaque fois que le train s'arrêtait, je poussais des cris épouvantables, c'était de la détresse. Et au moment où le train repartait, je m'arrêtais immédiatement à la seconde près. Est-ce que vous avez possédé très tôt un train électrique? Pardon. Oui, depuis tout petit. J'avais, je pense, 4-5 ans. Quand j'ai reçu un petit train à remonter, comme on avait à l'époque. Qui est-ce qui vous l'avait offert? Eh bien, c'est assez curieux. Comme on disait à l'époque, quand on était agriculteur, on avait des domestiques. Aujourd'hui, on ne dit plus comme ça, parce qu'un peu péjoratif, on dit des employés agricoles. Mais alors, ce domestique de l'époque m'avait offert pour mon Noël un petit train à remonter qui avait, je crois, coûté 100 sous. Et vous vouliez, j'imagine quand même, vous vouliez devenir conducteur de locomotive? Bien sûr, ça a toujours été le rêve de ma vie, mais ma foi, du fait que j'ai une infirmité de naissance, mon oreille droite est donc, elle est morte. Alors, je ne pouvais pas aller au roulement. C'était pas possible pour des questions d'assurance, des questions de sécurité. Mais vous ne pouviez pas être très loin des trains, quand même. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, donc, j'ai fait d'abord un apprentissage de compositeur typographe parce que j'avais de bonnes qualités au niveau langue française. Et après, j'ai fait une école de bureau à Montreux. Et ensuite, je suis rentré au chemin de fer Montreux-Bolland-Bernois. Ouais. Aujourd'hui, il s'appelle Golden Pass Service. C'est la nouvelle appellation que nous lui avons donnée. Alors, madame... Bon, vous allez vous rencontrer un jour, on peut difficilement imaginer que vous allez vous rencontrer au bord d'une autoroute dans un avion, vous, c'est normalement dans un train, quoi. Voilà, tout à fait. Ça, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Alors, j'avais vu ce jeune homme... Vous êtes monté dans un train, c'était lequel d'abord? Alors, le MOB, le Montreux-Bernois, c'était le train de mon enfance et tout. Puis, on s'est montré les cartes. Et je lui dis, vous travaillez au chemin de fer? Il me dit, oui, je travaille... Attendez, vous m'avez raconté ça, on peut aller même plus loin. Vous êtes monté, ouais, vous censurez là. Vous êtes monté dans le wagon, c'est un wagon qui était un grand wagon, il y avait que 2 personnes. Une personne du côté des fumeurs et une personne du côté des non-fumeurs, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà, oui. Alors on passe par le premier round, qui est l'observation. Voilà, tout à fait. Et vous vous dites, ce jeune homme-là, derrière, de l'autre côté, il a l'air pas mal. Oui. Et puis, il descend du wagon. Et... Alors vous dites, ça y est, c'est foutu, ça va. Tout à fait. Et il remonte de l'autre côté, et le wagon était vide où je me trouvais. Et il vient vers moi, il me dit, mademoiselle, est-ce que c'est libre? Et je lui dis, oui, c'est libre. C'est un vieux truc, ça, quand même. Et alors, il vous a tout... À quel moment, bon, vous avez fait connaissance, à quel moment il a révélé sa passion pour les trains? Alors, ça s'est avéré quand le contrôleur arrive, m'assure, dans ce temps-là, on nous demandait les billets et les abonnements, et je vois que monsieur sortait le même carte que moi, cheminot et tout, et il me dit, mais vous travaillez où? Et moi, je lui dis, et puis vous? Et c'est là, ça s'est avéré qu'il allait voir monsieur Borrer, qui était le patron de mon père, qui est électricien aux ateliers de Chernay. Et moi, je dis, ben, moi, j'habite à Brun, c'est une petite gare vers Fontaine-les-Vents et Brun et tout. Et il me dit, ah bon, mais moi, ça fait tant d'années, je travaille là, je commence et tout. Et puis, les années, ils ont suivi, on a fréquenté 4 ans, puis on s'est mariés, et puis voilà, on est resté dans le chemin de fer. D'accord, alors quelle place le train, le modélisme a pris dans votre vie? Parce que, à voir, quand même, sont des engins qui ont une certaine dimension. Oh, une place considérable. Considérable, comment vous avez fait? Non, on voit que c'était à l'extérieur. Hein, vous avez... Oui, bon, d'abord, j'avais, comme tout le monde, une maquette en HO à l'intérieur de l'appartement. Et puis après, je me suis mis au 0, qui est une échelle un peu plus grande, qui est au 45e. Et puis, il faut quand même pas oublier une anecdote. En 1965, quand j'avais 18 ans, j'avais été visiter la Suisse miniature à Mélide. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, un jour, j'aurai mon train d'or. Ah ouais. Et puis, il a fallu attendre 30 ans.
30 ans. 30 ans après, j'ai réalisé mon rêve. Vous voyez comme c'est des fois la Ces vie. 30 ans, ça permettait quoi De faire du modélisme entre deux. Donc C'est j'ai ça, fait ça à chaud, d'apprendre. c'est zéro. Ouais. Et puis un jour, l'opportunité s'est présentée et on a fait faire une dalle en béton devant la propriété, une dalle de 70 mètres carrés en chiffron. Et puis, avant de faire la dalle, je dois pas oublier de dire que c'est mon épouse qui, on en avait parlé quelque temps avant, et puis alors elle a pris la pioche et puis elle s'est mise à creuser le terrain. Ça, il vous avez pas dit dans le train, hein. Il vous a dit, je ferai tout, je m'occuperai, ne t'inquiète pas. Ouais, On a des alors, surprises dans la vie. Hein. Alors, elle a aménagé tout ça. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Ouais. Je reconnais que ma femme, au point de vue jardinage, au point de vue entretien de propriété, elle est fantastique. Alors, juste une chose, hein, parce que vous avez, alors c'est une vraie passion, la même que vous, on va y venir dans un instant. Ça vous a valu, en effet, de créer ce circuit, ça vous a valu de publier un certain nombre de livres. Et alors, moi, il y a un petit texte que j'aimerais lire parce qu'il est extraordinaire. Vous parlez des locomotives. Vous dites, hélas, des séries de locomotives de réputation impériale se sont éteintes à tout jamais, victimes de leur vieillesse. D'autres ont reçu diverses modifications, tant au point de vue technique qu'esthétique. D'autres encore agonisent tragiquement à l'intérieur d'obscurs dépôts ou ateliers où le vent gémit lugubrement parmi les tuiles et la charpente noircie, autrefois par la traction à vapeur, le temps et les souvenirs enfouis. Ça, c'est un texte d'amoureux, ça. Ah, tout de à fait, passionné. oui. Hein. Ah oui, c'est... Vous, Moi, ça vous paraît tragique, j'ai toujours... la locomotive qui oui, est il y a en un train côté. Il y a d'agoniser. la locomotive ancienne a quelque chose de bouleversant, de prenant. Par exemple, par les jeux d'ombre et de lumière qui jouent sur la machine, il y a des moments très intenses qui nous prennent des fois violemment et que la machine moderne ne peut pas nous offrir. C'est un autre monde, la machine moderne. Alors, vous avez 4 passions, c'est le train omnibus, les trains directs légers suisses, les express internationaux, vous avez vu, j'en sais des choses. Hein. Et puis, vous avez une passion pour les longs trains de marchandises. Alors, les 3 premiers, je comprends, mais les longs trains de marchandises. Alors, pourquoi les c'est longs pas ça trains marchandises, pour moi, c'est le summum. Parce que... Le summum, Le attention, summum. hein. Ah, oui. Parce que vous y trouvez la présence, vous y trouvez la musique ferroviaire, la mise en scène, la théâtralité. C'est quelque chose de considérable. Et vous ne la trouvez pas dans, je sais pas, les express internationaux, par Oui, exemple? aussi avec le fameux padam, 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 quand Ouais. il passait les joints. Ah, mais l'Express international d'autrefois, ça c'est l'élégance suprême, disons. Je comparais les Express internationaux des années 30 à 50 un petit peu à de la musique de Giuseppe Verdi. C'est ça, cette élégance. Ouais. Tandis que le train marchandise, c'est l'homme bien campé sur sa terre, c'est terrien, c'est assez rustique, mais c'est le bon sens. Alors vous êtes spécialisé au fond dans les chemins de fer européens, à voie normale. Européen, à voie normale. D'accord. Oui, parce mais que... alors, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça s'arrête, vous avez une période préférée Tout à fait, tout à fait. Vous comprenez, le chemin de fer, c'est un domaine tellement vaste que vous ne pouvez pas tout faire. Sinon, il faudrait plus de jours qu'il en faut dans l'année, il faudrait plus avoir besoin de travailler, on y serait jour et nuit. Alors, moi, je me suis spécialisé dans les chemins de fer européens à voie normale de l'époque 1900-1960. Alors dites-moi quand même, une passion comme celle-là, ne serait-ce que la locomotive qu'on a sous les yeux, là, que vous allez nous présenter. Oui. Ça, c'est une crocodile. c'est une crocodile, on la trouve dans le commerce. Oui, disons qu'elle n'est plus au catalogue chez Märklin pour le moment, mais disons, par le travers des bourses, des expositions, on arrive à encore trouver des bonnes occasions. Qu'est-ce que ça peut valoir, une locomotive Une machine comme ça, je dirais en moyenne, parce qu'il y a toujours un petit peu plus, un peu moins, disons 2500 francs. Donc vous avez investi, sans indiscrétion, à peu près combien dans un circuit comme le vôtre? Ouh là là. Oui, c'est sûr, il y a 12 machines. Il faut quand même dire, avec la voie, tout, on évite à 50 000 francs minimum. Hein. Ça, il faut... Ouais, sans compter la maçonnerie. Oui, ben, Oui, oui. c'est pas fait payer en plus, vous vous rendez compte? C'est Il l'a pas... Non seulement il l'a fait travailler, mais vous avez Non, c'est vu. clair qu'il faut... C'est une somme énorme, ça je le reconnais. Ouais. Mais c'est le prix d'une passion, quoi. mais c'est sûr, c'est ça qui donne le sens à la vie. Alors, une autre passion, c'est Monsieur Klein. Bon, vous connaissez tous, et Monsieur Klein, lui, c'est non pas un collectionneur, mais c'est un constructeur. Hein. Vous, Monsieur Klein, c'est à l'âge de 20 ans, je crois. Vous allez voir, voilà, on a devant nous 2 locomotives. Voilà, à l'âge de 20 ans, j'ai vu... On va préciser aux téléspectateurs tout de suite que ces D'accord. 2 locomotives représentent 25 ans de travail. Oui, ça c'est
est tiré sur 25 ans. Sur 25 ans. Pour quelle raison? Parce que je m'en suis aperçu subitement que dans une année, il n'y a que 52 samedis et 52 dimanches. C'est clair. Et puis quelques semaines de vacances. Alors, il y a que je un jour sacrifiais. où tout d'un coup, d'abord, est-ce que Oui. vous étiez tout petit passionné par les trains? Oui, ça de toute façon. Parce que j'habite assez près de la gare de Vevey. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était fascinant, moi, ça m'intéressait. Il y a encore des machines à vapeur, par exemple le Vevey-Chèvre. Alors je regardais ce commerce, tout cela. Mais c'était pas encore, j'étais pas imprégné par le chemin de fer. Non, je regardais. Voilà. Alors, à quel Passer. moment va-t-il y avoir, comme une rencontre amoureuse, vous voyez une locomotive, vous vous dites, c'est celle-là, je vais lui consacrer ma vie? C'est-à-dire, vous savez, j'ai fait l'apprentissage aux ateliers de Sécheron et j'ai participé un tout petit peu à la construction des AE RE 441 et j'ai même fait un petit stage aux ateliers de montage. Et déjà là, j'avais l'intention de construire une locomotive, un peu à la sauvette à l'usine, mais on se faisait taper sur les doigts. Oui, probablement. Oh là là, parce que c'était sévère, hein. Alors il fallait abandonner. Ouais. Mais que s'est-il passé quand j'étais à Berne en 1950? J'étais à l'hôpital à Lille, raison de santé, j'avais un petit accident. Et je me suis promené à la gare, ou bien le dépôt à côté, au nom de sort. Tout d'un Magnifique. coup, vous l'avez Oui. vu. C'était C'était pas super. celle-là, c'était pas Non. une autre, c'était exactement celle-là. Voilà. J'ai dit, magnifique. Je vais l'y faire. Et Mais- puis quand je tiens parole, j'ai tenu parole. Oui, une certaine ténacité, Mais ça ça a c'est sûr. été Mais long. vous disiez, bon, je vais faire cette locomotive en modèle réduit. Ça va me prendre combien de temps, vous êtes-vous dit à l'époque? Ah, voilà. Il y avait deux options. Vais-je le faire en 2,5 pouces ou en écartement 1? Parce que j'ai construit une locomotive, une AE44 du BLS, mais en modèle, disons, libre, comme on peut appeler, mais en 2,5 pouces, c'est-à-dire c'est 64 mm d'écartement. Ça fait des véhicules d'environ 13 cm. Mais Alors celle-là, c'était combien de temps? Vous imaginiez combien de temps? alors, je me suis fixé 8 ans. 8 ans. Et au bout de 5 ans, que vous êtes-vous dit? Oui, après 5 ans, je dis, oh, les délais vont être quelque peu surpassés. La compagnie peut attendre un moment. Et ça va être 25 ans. Et puis ça s'est tiré sur 25 ans. Ouais, oui, avec tout à un fait. soin du détail, vous Il y a m'avez dit. eu, je dois dire, un arrêt d'une année et demie dans ces 25 ans, puisque j'ai changé de domicile. Ouais, bah, alors il a fallu D'accord. replier l'atelier. Mais c'est quelque chose comme, on dit 8000 heures à peu près de travail. Oui, quelque chose comme oui, c'est marqué là. Là, vous m'avez dit, j'ai tout dans mon classeur. Là, Oui, toute j'ai- l'histoire oui, est oui. dans mon classeur. Oui, tout se trouve là. Parce que vous avez fait les dessins de manière très très Oui, précise, chaque oui, pièce. Oui, ça c'était donc tout à fait nécessaire. Parce que sans dessin, vous pouvez absolument pas travailler. Bien sûr. Il faut faire des dessins d'ensemble, des montages, comme ça vous voyez les espaces et tout. Et ensuite, il faut faire tous les dessins de détail. Et il faut que ça joue. Ouais. Alors, au fur et à mesure, il y a les contrôles, les montages, les assemblages. On m'a Et, même dit que vous aviez fait les outils nécessaires à Oui. la fabrication de certaines pièces. Oui, par exemple, pour faire la cabine, là, j'ai fabriqué une rouleuse. Ouais. Puis j'ai dû fabriquer une presse parce que la nature m'a donné 2 mains et 10 doigts. Alors, parfois il me fallait 3 mains. Hein, et puis comme je ne suis pas un quadrumane, comme on dit. Alors vous commencez le 27 juin 1971, vous terminez le Oui. 29 juin 1996. Moi j'aimerais bien que vous nous disiez, Et une fois que tout est terminé, comment vous sortez-vous de cette aventure-là? Eh bien, vous savez, c'était un choc. Oui. Bon, parce que j'ai eu l'occasion de voir au fur et à mesure le montage et tout, il faut faire la peinture, patati patata. Et puis, en 1996, vers la fin juin, c'était un dimanche, j'ai mis pour la dernière fois les parois, les toits, et c'était fini. Ouais. Ah, c'est comme si je cheminais sur un chemin, et pouf, on m'a coupé la passerelle, comme c'est arrivé à Ilarza, là, récemment. ouais. Bon, plus rien. Et j'étais vraiment, comme qui dirait, désarçonné, désemparé. Je ne savais plus. Je ne savais plus que faire. Ouais. Voilà. Puis je les ai mis dans les caisses, parce que j'ai fait des caisses au préalable, évidemment, pour le transport. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait autre chose. Pendant 6 mois, j'ai fait autre chose, parce que j'ai construit une petite usine électrique. En toute simplicité, voyez-vous. Ouais. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, mais il faut les essayer, ces locomotives. Et ça m'embêtait, j'avais acheté des voies, parce que ça s'est commercialisé. Mais il faut installer cette sacrée voie, et puis il faut faire régler juste. J'étais pas, vraiment pas motivé. Ouais. Mais il faut faire un bon décès. Et j'ai lu sur un de mes vieux livres, Aristide Quillet, ce livre de mécanique, un petit encart
qu'à Vitry-sur-Seine, sauf erreur. Autrefois, il y avait un banc d'essai pour tester les locomotives à vapeur, c'est donc à SNCF, hein, pour régler les tiroirs de distribution des cylindres. Et alors, c'est expliqué que c'est sur des rouleaux. Il y a un pont-levis pour mettre la machine. Il y a un attelage dynamométrique. Il y a des freins fraude. Alors, j'ai regardé. Ah oui, c'est des turbines, ces machins-là. C'est incroyable. Alors, j'ai commencé à ruminer. Mais comment faire la base? Ouais. Y a-t-il pas un copain qui vient chez moi avec une vieille machine à tricoter? Il a dit, je vous donne ça. Récupérez ce que vous pouvez. Eh bien, les tables de la machine à tricoter m'a créé la base de la machine parce qu'il y a les glissières. Ouais. 2 heures après, j'avais déjà les dessins, tout le schéma, tout était fait. Ouais. J'avais plus qu'à transcrire et construire. Dites-moi, de pure Voilà. merveille comme ça. Moi, Philippe Grand, l'équipe qui est venue vous voir, m'a dit, tu sais, c'est extrêmement précieux. Par exemple, je suis sûr qu'il ne confierait pas la locomotive à quelqu'un qui aurait les mains un peu humides. C'est juste. Parce que j'ai eu une fois un monsieur qui est venu chez moi, un ami de proche voisinage. Ah, il prend la machine, et pff, il pousse. 2 jours après, il y avait les empreintes digitales. Ouais. Je venais rouge écarlate. Alors ça va pas, j'ai dû les renlever et puis les repolir, les rebleuir et les remettre. C'est vraiment... Alors, oui, parce que la nature m'a donné une chance, c'est que je ne transpire pas des mains. Alors, une dernière chose, on va revenir dans la conversation, mais à propos de vos deux locomotives, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous les mettez dans une vitrine? Je possède une vitrine qui se trouve dans notre local du club, et puis il y a autre locomotive. Et puis ces machines, elles sont dans mes caisses, toujours en haut. Ouais. Mais il paraît que vous avez fait les plans pour, si vous deviez disparaître, que quelqu'un sache comment la redémonter. Je vais faire cela. Vous allez faire ça. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire, parce que c'est une longue histoire, c'est-à-dire le mode d'emploi. Par où on commence pour le démontage, parce que c'est comme un kit. Tout se démonte par éléments. Alors pour le montage, c'est la même chose, mais il y a des points. Il ne faut pas prendre la mauvaise vis, il faut prendre la bonne vis. Et puis il faut très peu d'outils. Juste une question encore. Oui. Vous avez consacré, c'est toute votre vie que vous avez consacré là. Il y a le travail d'un côté, puis il y a les locomotives de l'autre. Oui, ça fait un quart d'existence. Oui, si on veut, oui. Et c'est sans regret, mais vous ne recommenceriez pas. Chez moi, il n'y a jamais eu de regret dans ma vie. Oui. Mais je ne recommencerai pas, malgré que j'ai les dessins et tout le commerce, et puis les gabarits et tout. Pourquoi vous ne recommenceriez pas? Ah non. C'est trop dur. De réparation. On la fera certainement peut-être en dernier ici dans l'autre machine qu'on a réparée. Ça l'était donc au début, elle sera aussi à la fin, mais réparée. On espère l'avoir fumée. On espère l'avoir fumée. Vous espérez l'avoir fumée quand? Vous avez une idée? Voilà, c'est très difficile à dire, étant donné qu'on travaille plutôt actuellement sur des locomotives dont on a besoin pour assumer la circulation des trains à vapeur. Cette machine étant relativement peu puissante, elle sera affectée plutôt à un service de manœuvre devant le dépôt ou pour faire de la présentation, disons, les jours de fête pour les enfants. Alors, je pense qu'il y aura encore quelques années jusqu'à qu'on commence vraiment sa révision. Vous, Jean-Bernard Rugnin, vous êtes conducteur non seulement, de locomotive, non seulement de locomotive à vapeur, mais vous êtes conducteur au CFF. Au CFF, et puis dans la profession, en général, il y a une hiérarchie. Certes, il n'y a plus de chauffeurs, mais est-ce que la hiérarchie d'autrefois, celle des chauffeurs, des mécaniciens, des conducteurs de la vapeur, est-ce qu'on la retrouve dans une association comme la vôtre? Tout à fait. On a introduit le même système de hiérarchie qui existait à l'époque, puisque les gens qui souhaitent venir chez nous, par exemple, pour conduire un train à vapeur, doivent être, bien entendu, pour commencer, des professionnels, c'est-à-dire des conducteurs de locomotives certifiés auprès d'une entreprise de transport. Et quand ils viennent chez nous, d'abord, ils sont affectés à un service de réparation dans le dépôt pour apprendre vraiment à connaître la locomotive à vapeur de A à Z. Il y a bien sûr des documents à disposition, on fait des cours techniques, explications dans le domaine de la vapeur. Et par la suite, le personnage a la possibilité de s'initier à la chauffe des locomotives. Il va être accompagné d'un chauffeur patenté pendant un certain nombre de circulations, jusqu'à ce qu'il ait totalement maîtrisé lui-même la chauffe de cette locomotive. Et à la fin de sa formation de chauffeur de locomotive, on va lui donner l'instruction nécessaire pour la conduite, effectivement, d'une locomotive à vapeur qui est différente tout à fait d'une locomotive électrique. On a l'impression d'entendre, en vous entendant comme ça, je pense que c'est aussi votre impression, quasiment un chef de personnel en train d'expliquer à une future recrue ce que va être sa carrière. Mais en fait, il ne s'agit évidemment pas d'une carrière, car vous êtes tous bénévoles. Et malgré tout, les bénévoles acceptent cette règle, toutes ces règles.
Absolument, il n'y a pas d'exception possible. Celui qui veut accéder à la plateforme d'une locomotive, il doit passer par ce chemin-là. Et vous, Gilles Roulin, vous avez commencé comment? Bon, moi, je suis serrurier de métier. Et j'ai commencé il y a 22 ans avec de la vapeur vive, en construisant ce modèle qui est ici derrière, qui est un modèle donc complètement artisanal et qui m'a permis de m'instruire, disons, sur la fonction de la locomotive. Modèle qui pourrait fonctionner, qui fonctionne. Modèle qui fonctionne au charbon. Donc, qui marche comme une vraie machine. L'intérêt c'est d'abord mon intérêt pour la machine à vapeur qui m'a poussé à construire une pièce comme ça et ensuite m'intéresser à la réparation des vraies locomotives. J'ai fait un stage au Blonay-Chambly, à peu près comme beaucoup d'amateurs en Suisse. Puis ensuite, on a eu l'opportunité, depuis le centenaire de la compagnie régionale, d'avoir des trains vapeurs qui ont circulé dans la vallée du Val de Travers. Et à ce moment-là, un homme, un dénommé Roussy, qui était directeur de l'ENSA à l'époque, a eu l'idée de recréer un train touristique à vapeur dans le Val de Travers et il nous a confié cette coquerille, cette fameuse locomotive avec la chaudière verticale. Et c'est de là qu'est né le vapeur Val de Travers. Et moi et mon frère, on avait des bonnes connaissances en locomotive à vapeur et on a pris le mort aux dents et puis on a monté cette société il y a 15 ans maintenant. Alors, ce qui veut dire pratiquement qu'on peut, en principe, aller se promener sur les voies des CFF, enfin, sur les voies nationales, à bord d'un de ces trains. À quelle saison, selon quelles circonstances? Est-ce qu'on peut être simplement passager? Est-ce qu'on doit être membre de l'association? Pas du tout, puisqu'on met en service des trains à vapeur du mois de mai au mois d'octobre, donc le samedi, dimanche, le deuxième week-end du mois, sur le parcours Saint-Sulpice-Travers, premièrement, et ensuite on circule aussi sur la ligne Neuchâtel-Les-Verrières-Pontarlier. Il nous arrive certains jours de circuler avec 2 trains en même temps, et donc ces trains sont accessibles au public. C'est des trains ouverts au public. Je voudrais vous poser une question qui est peut-être un petit peu triste, mais qui d'ailleurs se posera aussi à vous. Ce travail que vous faites aujourd'hui, après vous, qui va le faire? Qui va garantir que ça continue? La réponse est difficile, dans le sens qu'on remarque certainement dans toutes les sociétés un manque d'intérêt de personnes plus jeunes pour vraiment amener à bien la restauration des locomotives à vapeur et de les faire circuler. On pense que ça cessera par manque de bras et non par manque, disons, de fiabilité du matériel. Alors que la machine à vapeur est une machine assez facile à réparer malgré son ampleur et le temps qu'il faut y passer par rapport à un engin moderne électrique ou, disons, relativement encore contemporain. Elle pourrait avoir une longévité certainement plus longue qu'une machine électrique au niveau utilisation touristique. Jean-Claude Mesureur, alors vous êtes conducteur de TGV et vous fabriquez, on y reviendra tout à l'heure, également des trains mais en modèle réduit. Ce travail, il vous intéresserait de conduire une véritable machine à vapeur? Vous sauriez d'abord? Pas du tout. Pas du tout, ça peut paraître étonnant, mais je pense que c'est un travail totalement différent parce que c'est très mécanique, c'est très plus physique. Et bon, moi je fais un métier qui est quand même beaucoup plus moderne évidemment, mais je ne saurais pas, et j'aimerais beaucoup, mais ça peut paraître surprenant, je ne crois pas que je serais conducteur de locomotive à vapeur. Vous pensez que ce serait une bonne recrue? Pourquoi pas, hein? Tout le monde peut apprendre. Absolument. Bon, on va continuer avec vous dans un instant, mais je voudrais vous emmener. Vous nous avez fait tout plein de cadeaux dès aujourd'hui en apportant ces modèles, en nous permettant de tourner les films qu'on a vus. Je voudrais vous en faire un petit cadeau presque à l'autre bout de la planète, mais un cadeau qui a trait aussi au train à vapeur. Et ça se passe dans un pays où on produit du café, et au début du siècle, la machine à vapeur, le train, a permis les premières grandes récoltes de café, et il existe encore un de ces trains à vapeur, je vous emmène. Nous sommes en Colombie, et cette fleur, sans doute l'ignoriez-vous, c'est la fleur du caféier, qui va donner après plusieurs mois un fruit
Ce fruit vert d'abord, rouge ensuite, dans lequel se trouvent 2 graines qu'on appelle des fèves et qui deviendront un jour, après toutes sortes de manipulations, des grains de café. Le caféier, on le sait, est originaire d'Éthiopie, mais aujourd'hui, la Colombie est un des plus grands producteurs mondiaux. La cueillette consiste à se faire une certaine habitude, une cueillette à la main, un ramassage fastidieux qui doit être précis puisque le café livré à la coopérative sera payé en fonction de sa qualité et de sa maturité. Au début de ce siècle donc, en Colombie, plusieurs lignes de chemin de fer avaient été créées pour transporter le café. Mais aujourd'hui, à l'exception de l'unique train que nous avons vu tout à l'heure, conservé au parc du café d'Arménia, c'est le moteur à explosion qui a remplacé la machine à vapeur et c'est la route qui a remplacé le rail, que ce soit pour apporter les sacs de café de la finca, la plantation, jusqu'à la coopérative, ou que ce soit ensuite pour transporter le café vert, débarrassé de sa gangue, lavé, séché, vers les ports de l'océan Pacifique ou du golfe du Mexique. Les anciennes voies, qui suivaient généralement le cours des rivières pour éviter les dénivelés montagneux, existent encore par endroits, mais les ponts sont en piteux état et il y a belle lurette que les locaux et les wagons ont été transformés en ferraille. Les villages nés le long de la voie ont survécu et pour aller d'un l'un à l'autre sans se mouiller les pieds, on n'a guère le choix qu'entre faire de l'équilibre sur les rails ou alors recourir au service de Victor Afonso, de son cheval, de son chien et de son wagon panoramique. Victor Afonso a 8 ans, son cheval Caïman aussi. Quant au chien, trouvé sans collier, on ne sait pas trop quel âge il a. Pour Victor Afonso, ceci n'est pas un jeu, mais un travail, même s'il y prend manifestement plaisir. Par passager, l'aller-retour d'un village à l'autre coûte l'équivalent de 5 petits centimes suisses. À la fin de la journée, Victor Afonso peut raisonnablement espérer l'équivalent d'1 ou 2 francs, de quoi nourrir son chien, son cheval et la moitié de sa famille. Vous connaissiez l'existence de ce lieu? Vous en avez entendu parler? Absolument pas. Voilà, donc le jour où vous voulez voir un café, un rien exotique, je vous indiquerai l'adresse. Non, c'est vraiment un endroit passionnant. Et peut-être trouverez-vous là des modèles que vous n'avez encore pas vus ici, du moins je l'imagine. Bon, messieurs, on va peut-être reparler un tout petit peu du mythe. Et le mythe, c'est quand même cette Pacifique 231. Vous y êtes attaqué il y a combien de temps à la construction d'une Pacifique? J'ai commencé en 78, ce travail. Mais disons d'une façon tout à fait accessoire, puisque j'avais quand même assumé ma profession dans le cadre de l'université où je travaillais à l'époque. Et puis, les heures pour tuer le temps, quoi, le samedi, dimanche un peu, le soir aussi, de temps à autre. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir m'évader de mes activités professionnelles assez récemment. L'État de Vaud m'ayant demandé si je pouvais prendre ma retraite. J'ai dit OK, je m'en vais. Alors je me suis installé un magnifique atelier, parce que c'est clair, c'est pas le genre de travail que vous pouvez faire sur un coin de table de cuisine. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Je pensais les avoir finis, évidemment, dans les 4 ans que je suis à la retraite, mais c'est un travail immense et c'est colossal. Il faut faire attention aussi à une chose, il ne faut pas que ça devienne une obligation. Il faut que ça reste un passe-temps. Deuxième chose, utiliser au mieux ses heures de loisirs pendant la retraite, ce qui est très important. Éviter d'être toujours dans les jupes de sa femme à la cuisine et vice-versa, quoique périodiquement, elle est dans mon atelier pour me donner un coup de main et que je vais volontiers faire la vaisselle avec elle, c'est tout ce que je sais faire. Quant au choix de la Pacifique, c'est une bonne question, voyez-vous, c'est une machine qui m'intéressait pour différentes choses. Je ne veux pas m'étendre trop long parce que ça nous porterait beaucoup trop loin dans l'émission. C'est une machine magnifique, c'est une des plus belles machines réalisées. Ça n'a pas été la première Pacifique européenne parce que nos amis français avaient déjà créé une Pacifique du PO à l'époque, une magnifique machine. Mais pour différentes raisons d'ordre technique qui étaient très très intéressantes sur cette Pacifique, qui est une Pacifique construite en Allemagne. C'était la deuxième machine en 1908 qui a été construite. Et pour moi, c'est surtout le côté technique de ces machines, qui n'avaient pas dit leur dernier mot. Et on est arrivé à un moment précis, voyez-vous, les trains devenant de plus en plus lourds. Il fallait des machines, du moins pour les trains voyageurs, les trains express. Avec le confort qu'on apportait dans ces trains à l'époque, il fallait des machines de plus en plus lourdes, de plus en plus performantes. Alors moi, je me suis... Et puis,
trouver aussi les plans de la machine. Ça, c'est tout un problème. Vous savez, il y a un travail de fond ici qui n'est pas toujours facile. Vous avez le choix pour les modélistes à l'heure actuelle sous forme de kit. Vous avez les Anglais, par exemple. Rendons honneur à ce pays qui nous a fourni cet engin de locomotion. Qui nous a appris à conduire à gauche. Et tout à fait, parfaitement. Mais je leur rends hommage en passant. Les Américains, entre autres, aussi, des gens fabuleux dans ce domaine-là et qui vous proposent des kits, des constructions. Mais moi, le but, c'était de faire une machine européenne. Chez nous, actuellement, en Suisse, pour les machines suisses, il y a eu des magnifiques machines suisses à vapeur, mais je crois qu'elles ont été reproduites moult et moult fois. Cette S36, à part des maisons spécialisées qui l'ont réalisée à très petites échelles, ou comme chez Aster maintenant, qui l'ont fait à la vapeur, ou Villag ou autre, à l'échelle à laquelle je la réalise maintenant, elle n'existe pas encore. Je connais un seul ingénieur allemand, un ingénieur mécanicien qui l'a réalisé en 5 pouces, c'est-à-dire à peu près au 11e, au 10e. Alors je dis, je vais faire un petit peu plus gros, je me suis attaqué un gros morceau, et puis voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez échappé, pas totalement, puisque notre équipe vous a retrouvé. Regardez. Oui. Toutes les pièces ont été construites ici. C'est un travail essentiellement artisanal, manuel. Je voulais, en quelque sorte, disons, un peu me venger d'un métier qui est magnifique, mais qui se perd sur ce plan-là, puisque l'automation remplace de plus en plus le travail du mécanicien à l'établi. Le rêve du modéliste, c'est de réaliser un modèle qui se rapproche le plus près du modèle original. Soit dit en passant qu'on ne peut pas tout réaliser à l'échelle, c'est clair, tous les modélistes me comprendront. Il y a des choses qu'il faut passer sous silence, il y a des petits trucs, des petits tours de main. C'est clair que réduire à l'échelle certaines choses, ça ne tiendrait plus, ça ne fonctionnerait plus. Vous avez le modèle à l'origine, il y a plusieurs possibilités. Vous vous référez au bouquin pour autant qu'il y en ait. Autrement, vous allez sur place, vous prenez les dimensions sur place, ou éventuellement sur les plans, pour autant que vous puissiez obtenir des plans fournis par la compagnie intéressée. Ah, les rivets, ça, bien sûr, vous savez, c'est là qu'on sublime un modèle ou qu'on le fiche en l'air, c'est vrai. Alors, que faut-il faire? Vous en trouvez dans le commerce, ça c'est clair, mais souvent, ils n'ont pas exactement l'échelle voulue. Alors, en ce qui me concerne ici, si je calcule tous les rivets, par exemple, ne serait-ce que le temps d'air, je ne parle pas de la machine, vous en avez à peu près 3000. Ces 3000 rivets ont été repris un à un et j'ai modifié les têtes de façon à ce que l'échelle soit intégralement reproduite. En ce qui concerne les matériaux utilisés, ça c'est clair que c'est aussi un problème, surtout à cette échelle. Problème de coût, bien sûr, il fallait que je trouve une solution. Alors, je me suis débrouillé, de la récupération, un bout de tôle par ici, un bout de bronze par là. J'ai de bons copains qui sont dans le même milieu que moi, qui de temps en temps me ravitaillent. C'est un échange de bons procédés, on échange les compétences. Et puis, c'est peut-être aussi ce qui explique la lenteur de la réalisation. Je n'ai pas toujours tout ce qu'il me faut sous la main. Il faut procéder à des artifices, mais en fait, le résultat est là, vous avez pu le constater. Alors, il s'agit ici aussi d'une pièce essentielle que j'ai entièrement réalisée de mes mains. Partie essentielle de la chaudière, qui se résume en peu de choses. Une vanne principale, qui est chargée de couper l'arrivée de la vapeur dans tout ce dispositif, qui lui-même est chargé d'alimenter un certain nombre d'accessoires sur la locomotive. Exemple, un accessoire que tous les vaporistes aiment, c'est le sifflet, ici. Par exemple, ici vous avez la commande pour l'injecteur, ici vous avez la commande pour la pompe à air, ou le petit cheval, la pompe à eau. D'autres sorties ici qui vont sur différents autres accessoires, dont je ne voudrais pas m'étendre plus longuement, les vaporistes me comprendront parfaitement. Si je tiens compte du travail qui a été fait, ce que j'avais prévu à l'origine, je pense que d'ici 3 mois, une machine sera terminée. D'ici 3 mois, et puis l'autre va suivre dans les 8 mois qui suivent. Un travail énorme, une passion évidente, et puis tout de même la question du néophyte que je vais représenter un instant, ça sert à quoi? Ça, c'est une bonne question. Occuper d'une façon intelligente ses loisirs, s'occuper. Moi, je me réalise dans ce genre de travail. Voyez-vous, c'est une revanche que je prends dans le corps de mon métier qui disparaît de plus en plus sous sa forme initiale de mécanicien constructeur. Et nos collègues le disaient tout à l'heure, ces problèmes de relève, etc. On est en possession de quelque chose d'absolument extraordinaire en ce qui concerne ce métier de mécano, et puis on aimerait tout. Alors, j'essaye de conserver tout ce que je peux conserver,
J'essaye de transmettre tout ce que je peux transmettre si des jeunes viennent chez moi, ou des collègues mécanos, etc., ou des modélistes. On essaie quand même de trouver une solution. Et puis, mon Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je termine un cycle en ce qui concerne la dynastie de ma famille. Je voudrais, à l'instar des compagnons du Tour de France à l'époque, qui allaient faire leurs pièces de, comment est-ce qu'on appelle ça, leurs pièces d'épreuve et autres, que j'aurais pu faire pour faire une maîtrise, par exemple, voyez-vous. Irréalisable à l'époque parce que ça prenait beaucoup de temps. Mais je tiens à faire ma pièce de maîtrise à la fin de ma carrière, en arrivant maintenant retraité. Je ne sais pas combien le bon Dieu me prêtera vie encore, mais j'en sais rien. Mais enfin, de laisser quelque chose de mon passage ici sur Terre. Tel qu'un maçon, par exemple, qui peut me dire, c'est vrai, vous êtes derrière un ordinateur, le mien fonctionne bien, il est bien connecté avec les mains. Et ça, vous savez, cette passion de créer, l'artiste. Vous voyez, par contre, c'est passionnant. Le travail de la matière. Mon père me disait toujours qu'il était un excellent mécano. Je le voyais travailler des heures avec une patience infinie, puis il me disait toujours, ne te laisse jamais influencer par la matière, tu la domines la matière. Et ça, c'est merveilleux, vous savez. La seule différence avec un artiste peintre, c'est que nous travaillons en 3 dimensions, vous voyez. Hein? Voilà, c'est ça le but de l'opération. Laisser quelque chose de mon passage pour mes enfants, pour ceux qui seront là, ou éventuellement pour un musée. Pourquoi pas? C'est ça le but de l'opération. Je vous écoutais, et en vous écoutant, je me disais que si vous aviez l'accent un tout petit peu plus bourguignon et non plutôt alsacien, si vous aviez le crâne un tout petit peu plus dégarni, vous seriez Henri Vincenot. Tout à fait, Vincenot. Hein? Il y a un personnage étonnant et qui rappelle tout de même ce que vous évoquez là, c'est-à-dire ces confréries presque secrètes, ces confréries des premiers francs-maçons qui savaient construire les cathédrales et qui vivaient au milieu de ceux qui allaient faire les pèlerinages et qui ne pensaient pas forcément la même chose. Vous qui savez faire aujourd'hui des trains, mais qui ne pensaient pas forcément ce que pensaient les gens qui les construisaient. Alors, en tout cas, ceux-là, en tout cas, ne pensaient pas forcément la même chose que ceux qui allaient voyager dans ces trains. Vous êtes une société secrète à vous tout seul ? Pourquoi pas? Non, on peut peut-être nous reprocher, évidemment, cet individualisme. Et vous savez que nous, Romains, nous sommes très individualistes. Nous n'avons pas l'esprit de tribu comme l'ont les Anglais, par exemple, et les Allemands, ou nos collègues d'outre-Sarine, par exemple. Hein. Et puis, voyez-vous, nous ne sommes pas encore les footballeurs, on n'a pas besoin de public pour travailler. Et je vous assure que pour faire ce genre de travail, il faut être concentré, il faut être calme. Et j'ai trouvé ce milieu à la retraite, voyez-vous, dans une petite maison à la campagne. C'est une chose merveilleuse, avec 2-3 chats autour. Certains chats viennent sur mes machines-outils, je trouve ça absolument extraordinaire. Le plaisir de créer, c'est tout. Vous disiez tout à l'heure... Parce que vous savez, on peut tout résumer dans ce moment, on est d'accord. Juste pour terminer, je vous pose 2 questions essentielles. À quoi sert l'homme? Qu'est-ce que c'est que la vie? Et puis, est-ce que vous pouvez me justifier la vie de l'homme ou sa présence dans l'univers? On met les compteurs à zéro. Alors essayons, du temps qu'on vit, de faire quelque chose et d'apporter. Vous savez, 50% du monde crée quelque chose et l'autre 50% détruit tout. Et c'est ce qui fait mal au ventre, en définitive. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en passant. On peut résumer ça autrement en disant d'où vient j'ai une courge. Et voilà, tout à fait. Ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Tout à fait. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, à la fois cette initiation et cette transmission, vous avez été petit à petit initié à ces techniques par votre métier, par votre curiosité, par vos pères, par votre grand-père. C'est une fin de série, ça va s'arrêter là? En ce qui me concerne, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça se termine ici, c'est fini. J'ai un fils, mais c'est un commercial, lui, alors plus de temps. Mais ça, vous pourriez rien faire la compte. Faut pas. Voyez-vous, il y a aussi une chose essentielle, c'est que prenez voir l'exemple du monde rural, du monde paysan, ou d'autres petits métiers d'artisanat. Vous aviez les enfants, du moins du sexe mâle, ces enfants, vous voyez, travailler le père. On s'initie au métier du père. Ça n'existe plus maintenant. Ou sinon, le gars qui rentre de son atelier maintenant le soir ou de son bureau avec des... Je dirais pas plus loin, des jurons. On décourage les jeunes. Ils ne voient plus travailler le père. Ils n'ont plus cet appel du métier. Il n'y a plus cette conscience. Et on le voit aussi à la campagne maintenant. Tout disparaît, tout s'éteint. C'est dommage, c'est dommage. Alors... Pour vous, la transmission du savoir et de la connaissance peut exister quelle que soit l'échelle. Vous avez l'impression de transmettre la même chose entre ceux qui réhabilitent des machines qui ont réellement fonctionné et ceux qui, comme vous deux, messieurs, est en train de faire des choses qui, à côté de ce que fait monsieur Bultaler, ressemblent quasiment à des jouets. J'ai envie de vous provoquer là, mais c'est pas des jouets. Hein. Non, c'est pas des jouets. Ça peut ressembler à des jouets, mais c'est pas des jouets. C'est bon. S'il est vrai que beaucoup de monde, quand on les fait rouler en public, leur première impression, sauf s'ils connaissent, c'est un jouet. Alors, il faut leur montrer déjà qui ne marche pas à l'électricité, ensuite que c'est chaud, et puis ça commence à changer un peu l'approche de la chose. Et bon, c'est vrai que nous aussi, dans notre club, là, on a des jeunes, mais c'est la minorité vraiment faible. On a de la peine à trouver du monde intéressé. Quand on en a, par contre, alors c'est vrai qu'ils sont à 100%, même 120% intéressés. Et bon, on fait à une toute petite échelle qu'on peut faire dans
disons, dans un endroit plus proche de chez nous ou même à la cave pour les régler ou comme ça. Et peut-être ce que je précise, peut-être moins pour ces messieurs, parce qu'eux doivent aller dans leur atelier pour travailler, mais M. Multal ou nous, l'avantage, on le fait à la maison. Enfin, lui, pas tout à fait. Il a fait une maison pour pouvoir le faire. Oui, mais d'accord. Excusez-moi. Mais il est quand même dans sa maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas au bistrot, il est à côté de sa femme, même si c'est dans la pièce d'à côté. Oui. Et par exemple, moi, je suis à la cave, elle est au salon. On n'est jamais très loin. Oui. C'est aussi un avantage. Dans votre cas, ne me dites pas qu'en n'allant pas au bistrot, vous faites des économies, parce que je pense que ça vous coûte quand même assez cher, ces plaisanteries, non? Oui, ça vous coûte assez cher. Bon, moi, j'ai fait un calcul, un paquet de cigarettes. Hein? Oui, alors? Oui, parce que, quand on vous dit le prix d'une machine, puisque ces modèles-là sont du commerce, par rapport à ça qui est construit ou ce que fait Multa, alors, si je dis le prix boom, ça. Par contre, si je compare un paquet de cigarettes, de cigarettes. Alors écoutez, si vous commencez à faire des comparaisons, on va les préparer. Moi, ce que je vous demande simplement, parce qu'on a des images de votre club et de votre groupe, on va montrer ces images. Ça nous permettra ensuite, calmement, à la fois de mettre en marche la machine qui est là et aussi de faire des comptes dans le compte qui nous est imposé aussi, qui est celui de la durée de l'émission. Alors, image d'abord, messieurs, si vous le voulez bien. C'est à la section vapeur du club romain de chemin de fer miniature. Cette section s'occupe de machines à vapeur vive. Notre attrait pour ces machines est le fait qu'elles sont chaudes, qu'on se brûle les mains, qu'on se salit les mains, qu'on sent vivre la machine en fonction de ce que l'on fait. Si on fait mal, elle fera mal. Si on fait bien, elle sera bien. Si on l'aime, en général, elle va bien. Si on ne l'aime pas, elle ne va pas. Donc c'est très différent de l'électrique où c'est dépendant d'un potentiomètre qui fait aller ou pas les machines. Là, vraiment, on doit vivre avec sa machine, sentir sa machine, sentir comment elle va, comment elle est, à la limite savoir si elle est en bonne santé. Voilà notre façon de travailler sur ces locomotives. Il n'y a pas... Normalement, avant, c'était 6. Voilà, messieurs, on va voir encore quelques images des activités de votre club, de votre groupe. Mais je crois qu'il serait temps de vous occuper un petit peu de la machine. Alors, apparemment, il y a sur cette machine, je ne sais pas si on peut le voir, un appareil bizarre qui ne doit pas vraiment être d'époque, celui-là. C'est quoi, ça? Ça, c'est un ventilateur. C'est pour aspirer l'air à travers la chaudière. Le problème, c'est que je le remette parce qu'il ne va pas arriver à allumer le feu. Les vraies machines, elles ont la hauteur. C'est comme une cheminée dans une maison, il y a la hauteur de la cheminée qui fait le tirage. Là, attention au feu, là. Le feu est fermé ici dedans, ce qui fait qu'il n'y a pas un tirage naturel et on fait un tirage avec le ventilateur jusqu'à ce qu'on ait un petit peu de pression. Dès qu'on aura un peu de pression, on va enlever ce ventilateur. Donc ce bruit, c'est un bruit électrique qui va mieux nous faire apprécier le bruit de la machine à vapeur ensuite. Voilà. On est bien d'accord. Exactement. Bon, alors vous parliez, pendant qu'on en est là, vous parliez de sous, nous parlions de sous. Oui. Dans votre vie, ça représente quoi? Dans le budget familial, dans des uns et des autres? Dans le budget familial, ça représente rien. C'est vrai? C'est-à-dire que je me débrouille pour gagner de l'argent à côté du budget familial pour m'octroyer ces petits plaisirs. C'est-à-dire, je considère que ça ne doit pas détruire ou grever un budget qui est déjà pas très large, parce qu'on est quand même tous des salariés, non pas... Et je me débrouille pour gagner de l'argent, comme par hasard dans le train aussi, en fabriquant certaines choses, pour me payer ces machines. Alors vous parliez tout à l'heure de comparaison avec des paquets de cigarettes. Alors, si on prend un paquet de cigarettes par jour à 5 francs, on arrondit un peu sur une année, ça vous fait 1800 francs. Oui. Et 1800 francs, c'est le prix de la première machine qui est là-bas, la petite américaine qui se trouve sur le... Je ne sais pas si on peut l'avoir tout de suite, mais en tout cas, par comparaison avec celle qu'on est en train de faire chauffer. Et celle-ci, ça équivaut à 4 ans de paquets de cigarettes. 4 ans de paquets de cigarettes. De paquets de cigarettes par jour. Pour donner, donc vous voyez, ça donne les 8000 francs à peu près. C'est ça. Donc c'est des machines du commerce qui vont très très bien. Et qu'on doit bichonner, qu'on améliore, mais très peu. Mais surtout, ça demande un entretien également. Ça se met pas, ça roule, on la met dans la boîte, on la reprend. Ça, vous le faites 2 fois, la 3e fois. Elle vous saute à la figure? Non, elle dit non. Elle dit non, c'est tout. Monsieur Multaler, vous, c'est plus gros, ça coûte plus cher? Non, je partage intégralement son opinion et sa façon de voir. Vous voyez, j'ai la chance de ne pas fumer, je n'ai pas de voiture. Ce que je mettrais pour les paquets de cigarettes, je l'ai mis. Mais attention, il y a un investissement de base. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le genre d'amusement qu'on peut faire sur une table de cuisine. Il faut des machines-outils, il faut des tours, il faut des fraiseuses, des machines qui coûtent excessivement cher au départ.
Mais moi, je suis allé chez des chiffonniers où des copains m'ont fait, à l'issue d'usines qui ont déposé leur bilan, et je suis allé trouver des machines qui valaient plus rien, qui partaient à la casse. Charge à moi de les reviser, de refaire les circuits électriques et tout ce qui s'ensuit. Et puis c'est des machines qui m'ont coûté pratiquement rien, sinon le transport. Jean-Claude Mesurant, je vous trouve un peu silencieux là. Par rapport à ceux-là qui ont vraiment donnent l'impression d'appartenir à une confrérie, vous, je vous sens un tout petit peu en retrait. C'est l'homme de l'électronique qui prend ses distances? Non, pas du tout, parce que moi je considère un petit peu comme mes amis, le chemin de fer à vapeur, c'est un peu une nostalgie. On fait revivre du passé. Moi, c'est mon but un petit peu, et d'essayer à tous ces jeunes qu'on voit là, d'acquérir un petit peu ce qu'on fait revivre, et à eux ensuite de prendre la relève, hein, parce que, comme on disait, c'est un peu le problème de toutes ces associations où on est un peu... moi, j'ai 38 ans, donc on est tous un peu assez jeunes encore, hein, mais il faudrait que des jeunes, ensuite, ils viennent petit à petit, et délaissent un petit peu leur ordinateur et leur monde virtuel pour passer au... Histoire de voir le temps passer, est-ce que vous vous rendez compte que vos enfants, dans quelques années, fabriqueront ou restaureront des locomotives qui seront des TGV? C'est-à-dire ce qui est votre vie aujourd'hui? Non, je pense pas. Peut-être dans la génération d'après. Mais de toute façon, tout devient une pièce de musée avec le temps. Hein. Le temps... Et puis je pense qu'à notre époque, les gens ont besoin de repères, donc la vapeur, les choses vivantes comme ça, par rapport à la froideur du TGV, qui est une merveilleuse machine au demeurant. Mais ça permet, hein, je pense que... Et puis, c'est un peu comme une femme, ça a une chaleur, c'est un peu humain, une machine, tout compte fait. Alors moi j'ai une autre question à vous poser. Vous tous êtes inquiets de ce qu'il n'y aura peut-être pas de relève. Mais si ce qu'on est en train de faire, de montrer maintenant, passionne des gens de 15, de 20 ans, que font-ils pour vous rejoindre? Et vous, que ferez-vous pour qu'ils ne vous quittent pas? Je pense... On va dans le sens des élus. Allez-y. Oui, on inverse. Pour moi, le problème ne se pose pas. Je ne fais partie d'aucun club. Hein. Oui. Alors, tout ce que je préfère éventuellement, c'est de préparer un album peut-être, avec mes impressions, des plans, etc. Et puis éventuellement, puis voilà. Mais ça s'arrête là en définitive. Il ne faut pas voir plus loin pour moi. Par contre, vers mes collègues qui ont des clubs, alors je crois que là, vous avez plus, vous, une épine dorsale en fil rouge qui vous permet justement d'amener ces jeunes, etc. Parce qu'il y en a des jeunes qui s'intéressent. Hein. Il y en a quand même, malgré tout. Attendez, on observe là un moment tout à fait historique, un peu périlleux. Voilà. Donc, rappelez-moi le nom du modèle. Ça, c'est une BR-62, machine allemande sur Bundesrepublik. Donc, le train a failli siffler 3 fois. On peut Il va être pour nous temps de nous quitter. Mais en fait, les adresses de vos différents clubs, de vos différentes associations, on les trouve bien sûr sur le site de Zigzag Café, ou en nous écrivant ou en nous téléphonant. Nous allons devoir maintenant nous quitter, et nous quitterons avec cette musique mythique dédiée par un musicien mythique, Arthur Honegger, à une locomotive mythique, Pacific 231. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ces 3 premiers jours. Demain, en compagnie de Jean-Philippe Rapp, évidemment, le PC Course du Vendée Globe Challenge. À demain, merci.